L'amélioration des temps, la volonté de gagner ou plutôt de ne pas perdre, non seulement dans le cyclisme, mais dans presque toutes les disciplines sportives, a entraîné une surenchère inadmissible. La preuve, la voici. Le chemin de croix du malheureux Simpson. Je pense que c'est là, dans ce virage, à la sortie de ce virage, que le 13 juillet 1967, Tom Simpson trouvait la mort sur les pentes du Ventoux. C'est ici même. Dans une atmosphère étouffante, à 2 km du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'Anglais Tom Simpson. Les envoyés spéciaux de Panorama, Maurice Sévenot et Jean-Louis Normand sont là pour vous présenter ce document exceptionnel. Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes. Simpson est toujours dans un état comateux, état qui nécessite une rapide évacuation sur le centre hospitalier d'Avignon. À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer. Voilà, et nous en venons maintenant au Tour de France qui, je vous le disais en début de ce journal, a été gagné comme prévu par Laurent Fignon, alors que l'étape du jour, la dernière, a été remportée par le Suisse Gilbert Glos. On a eu un peu peur cet après-midi sur les pavés des Champs-Élysées car ils étaient mouillés, ce qui a donné plusieurs chutes spectaculaires. Mais la hiérarchie établie après l'étape contre la montre de Dijon n'a en rien été bousculée. Et la foule énorme qui a suivi à Paris l'arrivée du Tour n'a pas été déçue. Celui qu'elle attendait était au rendez-vous et celui-là, c'était bien Laurent Fignon. C'était un beau Tour de France? Très beau, très chaud. Ça vous a rappelé des souvenirs? Oui, mon premier Tour de France, par exemple. Je n'y connais absolument rien, mais je suis venu voir Fignon. Qui c'est Fignon? Pour moi, c'est un grand champion. Hein. Il mesure combien? Ah, je sais pas. Vous savez qui a gagné le Tour? Ça doit être Hinault. C'est Hinault qui a gagné le Tour? Il va gagner le Tour. Il va gagner le Tour. Ouais. Est-ce qu'il a eu du mal à gagner le Tour? Oh, non, pas tellement. Est-ce que vous connaissez Laurent Fignon? Bon, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire... Je sais même pas ce que c'est qu'un vélo. Dites-moi, madame, est-ce que vous trouvez que c'est un bon garçon, Laurent Fignon? À l'arrivée de cette dernière étape du Tour de France. It's all right. Alors, monsieur, vous avez suivi le Tour de France, là? Oui, je suis de Normandie. Ouais. Vous avez suivi le Tour de France? Oui, je suis rouennais. Dites-moi, voir, qu'est-ce que vous pensez du Tour de France 82? C'est chiant. Et vous trouvez que ça a été un joli Tour de France? Oui. Qu'est-ce qui a gagné? C'est Figeon. Comment? Figeon. Non, pas Figeon, Fignon. Fignon, ça s'écrit F-I-G-N-O-N. Fignon, c'est le nouveau champion d'un nouveau Tour, le dernier, mais de loin le plus rétro et le plus passionnant de ces 10 dernières années. Et quand un maillot jaune arrive sur les Champs-Élysées, que craint-il sinon une chute? Et pour ce maillot jaune, l'anxiété est encore plus grande lorsqu'une averse tombe sur les pavés poussiéreux. Et quand l'averse tombe, les coureurs aussi. C'est presque fatal et Job Zoetemelk en sait quelque chose. Mais au fait, où est Fignon? On a vu Winen, mais le voilà Fignon, et c'est bon signe. On l'a cherché avec inquiétude, ce coureur, dont les cheveux sont de la même couleur que le maillot. Le voilà, rassurant, non? Et puis c'est le dernier Tour, et puis c'est formidable parce que Pascal Jules démarre. Jules, qu'on appelle déjà Julot. Imaginez une victoire de Julot, le copain de Fignon, sur les Champs-Élysées. Pour une apothéose, ce serait une apothéose. Mais Jules est rejoint. Et arrive le dernier passage sur la place de la Concorde. Hinault a gagné sur les Champs-Élysées l'an passé. Laurent Fignon pense qu'il n'y a aucune raison pour ne pas faire de même. Il démarre. Il démarre, mais Kelly a pris sa roue, suivi par le Suisse Glaus. Et puis, comme d'habitude, c'est le sprint sur les Champs-Élysées. Et Kelly qui tente de remonter Glaus, mais Glaus qui passe d'un boyau.
Glaos bat donc Kelly, mais Fignon passe. À 22 ans, il est avec Felice Gimondi, le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre. Il portait le dossard numéro 15. C'est celui de la voiture de Prost. Fignon-Prost, ça ne vous dit rien ? Deuxième Tour de France cycliste, celui-là, avec une étape beaucoup plus calme que celle de la veille. À Fleurance, c'est l'ancien champion de France Régis Clerc qui l'a emporté au sprint. Le Français Pascal Simon conserve le maillot jaune. Et pourtant, il est tombé dans des conditions que certains ont jugées douteuses, suffisamment en tout cas pour relancer la polémique sur la loi du milieu dans le peloton. Il a ce soir une omoplate fracturée. D'autant qu'un peu plus tard, on apprenait que Job Zoetemelk et Jean-François Rodriguez s'étaient dopés lors des premières étapes du Tour. Outre une amende, ils risquent un déclassement à la dernière place des étapes incriminées et 10 minutes de pénalisation au classement général. Alain Vernon. Un drame a marqué l'étape d'aujourd'hui, donc, qu'on annonçait comme une étape de transition après la douloureuse traversée des Pyrénées. C'est Christian Jourdan qui se relève ici, mais la chute du kilomètre 46 a surtout fait une victime de marque, puisque Pascal Simon a bien failli monter dans l'ambulance. Pourtant, la loi du Tour dicte toujours ses conditions, et tandis que Simon repartait endolori, Régis Clerc, le champion de France 82, remporte au sprint cette 11e étape à Fleurance, devant Jourdan bien revenu et le Hollandais Fritz Spiraar, le vainqueur de Créteil. C'est Phil Anderson qui règle le sprint du peloton avec 2 minutes et 3 secondes de retard, tandis que Zoetemelk, on l'apprend, convaincu de dopage, rétrograde à la 25e place avec plus de 16 minutes de retard. Quant à Simon, il ne décolère pas. Attaquer un homme blessé, je crois que c'est pas tout à fait normal, surtout après une étape comme hier. Un accident ou un attentat, je vous ai entendu critiquer violemment un de vos adversaires dans le peloton. Oui, parce que quand Bernard Bourreau s'est relevé, il m'a dit c'est un tel qui nous a fait tomber. Maintenant je mène mon enquête, je veux pas impliquer un coureur dans une chute s'il n'en est pas responsable, mais s'il en est responsable, il doit être puni. Non, c'est pas d'accident de course, je trouve que c'est même inconcevable dans le vélo, parce que si on doit se bousculer, à ce moment-là, on va faire de la boxe dans le peloton, et je trouve pas tout à fait normal, et ce soir, Boyer, pour moi, c'est vraiment affreux ce qu'il a fait. C'est Bourreau qui est tombé parce qu'il a touché la roue à garde, et puis moi j'étais dans les environs, moi je savais même pas que Simon est tombé quand la chute s'est produite. Mais c'est la guerre dans le peloton, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est parce qu'Agostino est parti, eux ils ont commencé à rouler, moi je me suis mis avec eux qui roulaient, et puis Bourreau a touché la roue à son équipier, et puis Bourreau est tombé, et Simon est tombé dans sa roue. Vous plaidez non coupable? Ah du tout, hein, du tout, hein. En réalité, Pascal Simon souffre ce soir d'une fracture de l'omoplate gauche. Il devra conserver son bras immobilisé durant près d'1 mois. J'ai eu peur car j'ai senti un craquement dans mon épaule. Et dès la remontée de mon vélo, j'ai essayé de soulever le bras, mais j'ai vu que ce n'était pas possible. Et là, j'ai pensé sérieusement à la fin du Tour de France. Vous y avez sérieusement pensé? Oui, déjà à finir cette étape. Et je dois dire un grand merci à toute l'équipe que je joue ce soir, de manière à m'avoir ramené ici à Florence, et maintenant à moi d'avoir beaucoup de courage pour essayer de finir ce Tour de France. Vous souffrez, hein? Oui. Oui. Le reportage de Patrick Naff est prêt, un reportage sur la chute spectaculaire de Bernard Hinault et sur l'état du cycliste. Patrick. Bernard Hinault blessé à l'arrivée de la 14e étape Autran-Saint-Étienne. Diagnostic, double fracture des os propres du nez et entaille au cuir chevelu. Tout s'est produit dans les 300 derniers mètres lors du sprint du peloton. Hinault, Vallet, Anderson, Winen et Agédoren s'accrochent. C'est la chute. Une chute dont la cause reste mystérieuse. L'autre victime de cette 14e étape, c'est le vainqueur, le Colombien Luis Herrera, qui tombe dans une descente à quelques kilomètres de l'arrivée. Plaie à la pommette et au front, mais rien de grave. Parti seul au 117e kilomètre, le Colombien franchit la ligne d'arrivée avec 47 secondes d'avance sur ses adversaires. C'est sa 2e victoire d'étape. Derrière, c'est le sprint pour la 2e place, un sprint remporté par le Belge Ludo Peters, devant le lieutenant de Bernard Hinault, l'Américain Greg LeMond et Robert Forrest.
Le gros du peloton arrivera 2 minutes plus tard et comme le veut le règlement, les coureurs qui ont chuté dans le dernier kilomètre sont crédités du même temps. Pour Hinault donc, grosse frayeur, mais pas trop de mal. Finalement, pour rassurer tout le monde, il n'y a rien. C'est juste le nez cassé, 2 points ici, 2 points dans la tête. Il me reste mes 2 jambes, mes 2 bras, alors je pense que c'est le plus important. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que... dans le sprint, disons, Steve, il emmenait le sprint. Je crois que c'est Madio qui a dû essayer d'aller. Et moi, j'étais pour aller dans le sprint avec Steve. Et il y a un coureur qui est arrivé sur le côté, qui l'amène. Est-ce que c'est la faute d'Anderson, Bernard? J'ai pas vu le film. Je crois qu'il faut voir le film pour savoir si c'est de sa faute ou si c'est pas de sa faute. Alors, il y a que comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois sur le côté de la tête. Oh, c'est rien, ça. C'est rien. 2 points, marque de fabrique. Ici, le nez cassé. Et autrement, le reste, il n'y a rien du tout. Vous pouviez... Au classement général, Hinault conserve le maillot jaune et Greg LeMond réalise une bonne opération en reprenant plus d'1 minute à Stephen Roche et Sean Kelly. 5e, Steve Bauer. Bon, on passe au cyclisme au Tour de France. La 12e étape aujourd'hui, 12 juillet, c'était normal, entre Brive-la-Gaillarde et Bordeaux. Victoire d'un Américain au sprint, à Bordeaux. Sprint. Oui, au sprint. C'est qui? Comment il s'appelle? Finney. Davis Finney. Gaillan, très français, garde le maillot jaune. Martial, hein, le Gaillan. Voilà, mais ce qu'on retiendra surtout de cette étape aujourd'hui, eh bien, c'est la chute et l'abandon de Sean Kelly, qui était l'un des favoris. Pierre Fadenreich. 50e kilomètre, le peloton est près de Sarlat. Un attroupement du mouvement, un homme, le docteur Porte, se rend sur le lieu du drame. Vous l'avez reconnu, Sean Kelly en est la victime. Courageux, l'Irlandais remonte sur son vélo. Aidé par ses coéquipiers et au prix d'un fantastique effort, le favori du Tour repart. Pas pour longtemps malheureusement. 20 km d'horreur. C'en est trop, la douleur l'emporte. Kelly le maudit s'arrête. Diagnostic, fracture de la clavicule. Après le Tour d'Espagne et Paris-Roubaix, le Tour de France c'en est fini pour Kelly. L'histoire de cette 12e étape retiendra donc l'abandon de Kelly, la victoire au sprint de David Finney et le maintien du maillot jaune sur les épaules du Français Martial Gaillan. Au menu de demain, les premiers cols de montagne. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Tour de France commence mal. À l'arrivée à Armentières cet après-midi, c'est le sprint final. Les coureurs se déportent sur la droite de la route vers les barrières de sécurité et c'est la chute. Plusieurs coureurs percutent un policier qui prenait une photo. 2 coureurs ont été sérieusement blessés, le Belge Nielsen et le Français Jalabert, qui était le meilleur Français de ce Tour. Le récit complet des événements, Thierry Clopeau. Voici le vélo de Laurent Jalabert, ou tout du moins ce qu'il en reste, après le choc à près de 70 km/h. 10 secondes plus tôt, c'est le sprint. Un policier imprudent, décalé par rapport à la barrière, qui prend une photo. Le Hollandais Nielsen le frappe alors de plein fouet. Derrière, c'est Jalabert, qui heurte lui aussi pleine face l'agent des forces de l'ordre et un panneau publicitaire. Stupéfaction dans le public. Les 2 coureurs et le policier, assez sérieusement blessés, sont immédiatement secourus par les médecins du Tour. Premier diagnostic, le policier souffre d'un enfoncement du thorax. Laurent Jalabert en sang a plusieurs lésions à la mâchoire et des fractures aux incisives. Quant à Nielsen, traumatisme crânien, il est transporté comme les 2 autres à l'hôpital d'Armentières, puis sur le CHU de Lille, pour examen au scanner. Mais d'ores et déjà, les 2 coureurs sont déclarés inaptes à poursuivre le Tour. La question que tout le monde se pose ce soir, est-ce une faute d'organisation ou une erreur humaine? 50 mètres de l'arrivée, un police qui est au milieu de la route presque pour prendre les photos du spray massif du coureur. Les photographes, ils sont là après la ligne de l'arrivée. Mais oui. Pour la direction du Tour, il y a bien eu faute du policier. Tentative d'explication. C'est donc une espèce d'erreur humaine de la part de cet agent de police qu'on peut ne pas incriminer totalement dans la mesure où ces agents de police locaux que nous retrouvons chaque jour sont différents, qu'ils ne connaissent pas
les usages du Tour de France, les risques du Tour de France. Mais enfin... N'oubliez pas que le peloton traverse villes et villages à parfois plus de 60 km/h, les voitures du Tour à 100 km/h, alors surtout, restez derrière les barrières, c'est votre sécurité et la sécurité des coureurs qui en dépend. Il faut que ce Tour fasse une fête. Une casquette de cycliste à celui que l'on n'arrête plus, Laurent Jalabert, vainqueur cet après-midi du Critérium international après ses victoires dans Paris-Nice et Milan-San Remo. Laurent Jalabert qui savoure d'autant plus ses succès qu'il revient de loin après son accident du Tour de France l'année dernière. Thierry Clopo. Laurent Jalabert a dû se croire maudit. À l'arrivée de la deuxième étape ce matin, le coureur d'Eonce a failli revivre une bien mauvaise aventure. Une petite collision avec un spectateur, heureusement sans gravité. Malgré cet incident de parcours, cela ne l'a pas empêché de remporter cet après-midi le Critérium international. Jalabert en jaune, c'est toute la France du vélo qui se met à rêver. Une image à entretenir jusqu'au mois de juillet, jusqu'au Tour de France. Une fois les classiques d'avril terminés, mon principal objectif sera le Tour de France. Et alors, à ce moment-là, tout ce que je vais faire, ce sera en fonction du Tour. Donc, à ce moment-là, je commence à y penser. Pourtant, Laurent Jalabert revient de loin. Le 3 juillet dernier à Armentières, il percute un policier dans le sprint final. La chute est terrible, violente, et les dégâts pour Jalabert sont considérables. Cage thoracique enfoncée, plusieurs fractures de la mâchoire et des bleus un peu partout. Sur son lit d'hôpital, Jalabert souffre, mais ne doute pas. C'est sûr que je recommence ça, je suis professionnel. Hein. Et bon, le vélo, c'est une partie de ma vie. Et bon, j'ai pas l'intention de me tuer en vélo, mais j'ai toujours beaucoup d'ambition pour gagner. Et Laurent Jalabert, à force de courage, va se donner les moyens de cette ambition. Il y a 3 semaines, c'était Paris-Nice, la première grande course par étape de la saison, la première victoire du revenant. Plus fort encore, une semaine plus tard, il remporte sa première grande classique Milan-San Remo devant l'Italien Fondriese. Jalabert rejoint alors les plus grands. Sa victoire aujourd'hui au Critérium international de la route est carrément un exploit historique. Jamais un coureur n'avait remporté ces 3 courses d'affilée. Bien sûr, on commence à penser très fort au Tour de France, le Tour qui lui a valu tant de souffrances, mais qui n'a pas fait que lui porter malheur. En 92, avec une victoire d'étape en prime, Jalabert avait endossé sur les Champs-Élysées le maillot vert du classement par points. Avec de nouvelles qualités de grimpeur qu'on ne soupçonnait pas, il peut désormais rêver d'un maillot d'une autre couleur, le jaune lui va si bien. Mais le Tour de France a débuté dans le drame hier soir avec la chute de Chris Boreman, le Britannique, champion du monde du contre-la-montre. Chris Boreman a tout tenté dans le prologue à Saint-Brieuc, sous la pluie et à la nuit tombée, mais il a chuté au bout d'1 minute 30 de course. Il souffre d'une double fracture à la cheville gauche et au bras droit. Thierry Clopo et Alain Poirier l'ont rencontré sur son lit d'hôpital avant qu'il ne reparte pour Manchester. Je prends quelques risques comme tout le monde, mais j'ai trop poussé. Pour la descente, j'ai connu, je suis 1 seconde, 2 secondes derrière de Francis Moreau. Donc je pense que c'est possible pour gagner les prologues. J'ai voulu gagner les prologues. J'ai trop poussé pour la descente. J'ai passé tout le plus mauvais virage. Après un autre 600 mètres, c'est fini. Je suis très déçu parce que c'est ma première opportunité pour faire le grand course 3 semaines. Avec les grands coureurs, c'est la première opportunité pour avancer mon carrière. Je suis très motivé. Maintenant, je suis déçu, mais je pense à la future. Le docteur m'a dit peut-être 6 semaines, 2 mois, parce que j'ai cassé les deux. Après, moi, je pense tout de suite que c'est possible pour le championship du monde. Donc, j'ai essayé pour le championnat. Mais je me souviens, Jalabert l'année dernière, il avait la grande chute et après, j'espère que c'est la même. Merci Chris. Merci. Cette étape la plus attendue a donc commencé dans le drame, je vous le disais, avec ce matin la chute mortelle de Fabio Casartelli, 25 ans, champion olympique à Barcelone. Récit Laurent-Frédéric Bollet. Immobile et pratiquement déjà sans vie, Fabio Casartelli gît même le sol dans une mare de sang. À ses côtés, d'autres coureurs impliqués dans une chute terrible. On est au 34e kilomètre de la 15e étape du Tour de France. Au détour d'un virage de la descente du Portet d'Aspet, le drame a frappé. Manifestement, l'Italien a heurté une des bornes en béton qui longe la route. Le choc le plonge alors immédiatement dans un coma profond.
Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Écart, crevaison, faute. En tout cas, sans casque sous la chaleur aujourd'hui, Casartelli ne se relèvera pas. Il avait fêté son 25e anniversaire il y a 2 jours. Les secours pourtant sont arrivés très vite. Soigné sur place, puis évacué par hélicoptère, Casartelli sera victime de 3 arrêts cardiaques pendant son transfert. Le décès sera prononcé officiellement à 14 h. Également touché dans l'accident, l'Allemand Baldinger et l'Italien Perini souffrent de traumatismes divers. Quant au Français Redze, il a plongé dans le ravin et s'est blessé gravement à la cuisse gauche. Professionnel depuis 2 ans, Casartelli est le premier coureur à décéder sur le Tour depuis Tony Simpson en 67. On se souviendra de lui comme le champion olympique en titre de la spécialité. En 92, à Barcelone, il avait triomphé et avait offert à tous les observateurs un visage rayonnant, à l'image de sa jeunesse, pleine d'avenir. Au Tour de France, c'est le Suisse Alex Zülle qui portait le maillot jaune ce matin au départ de la première étape. Le Suisse a en effet remporté hier le prologue, battant de 2 petites secondes le Britannique Chris Borman, qui l'an dernier avait été victime d'une grave chute lors précisément du prologue à Saint-Brieuc, noyé alors sous l'orage. Claire Reynaud. Juillet 1993, dans le TGV qui l'emmène à Paris pour la dernière étape du Tour, Miguel Indurain découvre dans la presse l'exploit de Chris Borman qui vient de battre le record de l'heure. Un exploit qui n'a pas échappé à l'équipe Gann qui s'adjuge les services de l'Anglais. Le 2 juillet 1994, Chris Borman prend donc le départ de son premier Tour de France, et quel départ! Il remporte le prologue en établissant un record de vitesse encore inégalé à ce jour, mais il abandonne le peloton au bout de 2 semaines. Le 1er juillet 1995, Borman repart en trombe sous l'orage de Saint-Brieuc. Mais son prologue à lui ne durera que 3 km. Un mauvais virage, une terrible chute, 2 fractures. Borman rentre à la maison. J'ai une bonne vacances dans l'été avec ma famille. C'est la première fois dans 13 ans que je reste à la maison dans l'été. C'est bon parce que j'ai le temps pour contempler, pour penser pour le futur. Ça, c'est une bonne expérience. Hier, Chris Borman n'était pourtant pas très rassuré lorsqu'il a pris le départ. Difficile en effet de chasser les mauvais souvenirs lorsqu'on doit à nouveau affronter une route mouillée et des virages serrés. Mais cette année, il a décidé de terminer le Tour, alors il a opté pour la prudence. Ce qui ne l'a pas empêché de se classer 2e de ce prologue à 2 petites secondes du Suisse Alex Zülle. Même lorsqu'il ne prend pas de risque, Chris Borman reste vraiment un Superman du chrono. Le Russe Berzin s'empare du maillot jaune à l'issue d'une première étape de montagne épique entre Chambéry et les Arcs. Luc Leblanc est le héros du jour, il sera en direct avec nous dans ce journal. Les vacances débutent sous la pluie et le froid. Inquiétude à la SNCF après l'incarcération de Loïc Le Floch-Prigent et les témoignages accablants pour Mladic et Karadzic au tribunal international de l'Haye. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Tour de France a connu l'une de ses étapes les plus folles entre Chambéry et les Arcs. Un cocktail détonnant de pluie, de vent, de nuages et de cols à franchir. Au fil des kilomètres, on a assisté au décrochage de Jalabert, à l'abandon du maillot jaune, à des chutes spectaculaires et à la défaillance d'Indurain. Ce soir, le Russe Berzin est maillot jaune après cette étape remportée et de quelle façon par Luc Leblanc. Récit d'une journée un peu folle, Claire Reynaud. On l'imaginait en jaune, mais il a vécu une journée noire. Laurent Jalabert lâché dès les premiers kilomètres de cette première étape de montagne dans l'ascension du col de la Madeleine. Laurent Jalabert qui, malgré l'aide de ses coéquipiers, ne parviendra jamais à rejoindre le peloton. Et dans ce peloton, bien sûr, il y a Indurain, Zülle, Olano, Berdin et Rominger, bref, tous les favoris qui maintiennent une cadence d'enfer. Il y a bien sûr aussi des tentatives d'échapper, comme celle d'Escartine, Virenque et Leblanc dans la montée du Cormet de Roseland. Mais les 2 Français n'arrivent pas à s'entendre. Un jour comme celui-là, la solidarité nationale ne joue pas. La bagarre, heureusement, sera de courte durée, car il faut rester concentré. La route est dangereuse et dans la descente vers Bourg-Saint-Maurice, Johan Brunel bascule dans le ravin, une chute heureusement sans gravité. Dans la montée vers les Arcs, Luc Leblanc effectue une extraordinaire remontée. L'ancien champion du monde s'impose avec plus de 50 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui a distancé Miguel Indurain, le quintuple vainqueur du Tour de France, est à son tour victime d'une incroyable défaillance. Il coupera la ligne avec plus de 4 minutes de retard, rétrogradant à la 14e place du classement général. Quant à Laurent Jalabert, arrivé 13 minutes après Luc Leblanc, il sait qu'il a perdu toute chance de remporter le Tour de France. Ça avait l'air d'aller ou ça avait l'air difficile à votre avis?
d'amour. Un mot de sport avec le Tour de France. Le maillot jaune change d'épaule et revient à l'Estonien Kirsiput. C'est le Belge Tom Stills qui remporte cette deuxième étape. Une étape plutôt mouvementée. Nathanaël de Ringsin. L'hydroglisseur, voilà bien le meilleur moyen pour voir le peloton progresser tout au long des 4 km du Gois de Noirmoutier. Le Gois devait marquer les esprits. Il va laisser des traces. Une chute collective au milieu du peloton entraîne un embouteillage. La chaussée est étroite. 104 coureurs sont pris au piège. Parmi eux, quelques favoris. Zoule, Rinero, Gotti, Brochard. Ils arriveront à Saint-Nazaire avec plus de 6 minutes de retard sur ce groupe de 70 échappés, bien malgré eux. Sur la ligne d'arrivée, Tom Stills s'impose juste devant Yann Kirsiput. Kirsiput, très habile aujourd'hui, notamment lors des sprints bonification, a repris 30 secondes à Lance Armstrong, bien plus qu'il n'en fallait pour dépasser l'Américain au classement général et offrir à l'Estonie le premier maillot jaune de son histoire. Laurent Jalabert est en direct avec nous de l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques. Laurent Jalabert, quelle étape? 162 km en solitaire, 6 cols dans la journée, tout seul. Ce soir, le maillot à poids du meilleur grimpeur pour la première fois de votre carrière et vous allez nous faire croire que vous n'êtes pas un spécialiste de la montagne. Oui, si j'en étais un, j'aurais attendu le final et j'aurais essayé de gagner au sommet aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que je suis pas non plus minable en montagne, mais bon, j'ai besoin, si je veux gagner, d'attaquer de loin comme ça. C'était bien tenté, j'ai pris des gros risques, mais c'était à ce prix-là que j'avais une chance de gagner aujourd'hui. Alors, gros risque, on va revoir l'image. Vous avez été victime d'une chute. C'est quoi, justement une trop grande prise de risque dans la descente ou finalement une grande fatigue? Ouais, non, là précisément, la descente était terminée et c'était surtout la fatigue. Ouais. J'étais moins lucide dans la dernière descente et j'ai fait une petite erreur de freinage. J'ai trop bloqué les freins à l'avant et je suis parti de l'avant. Quoi. Victoire d'étape pour Lance Armstrong qui vous rattrape in extremis. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là après 162 km seul? C'est quoi? C'est un grand courant d'air qui passe? Ah oui, c'était un courant d'air, ouais. Il est passé vite. Et bon, même s'il m'a fait signe avec la tête, vas-y, suis-moi, non, je peux pas. Non. Il m'aurait fallu autre chose qu'un vélo pour monter avec lui. Mais bon, c'est comme ça, c'est le destin. C'est vrai que c'était difficile d'aller au bout, mais j'ai quand même fait une belle journée sur une belle étape. Je suis très, très content de ma journée. Alors, public considérable dans les Pyrénées aujourd'hui. On vous a vu à certains moments manifester votre énervement à l'égard de certains qui vous arrosent, qui vous poussent, qui vous tapent, même si c'est sympathique. Ça énerve parfois? Non, mais en règle générale, je suis resté très calme aujourd'hui. J'ai pas eu de problème avec le public. Bien au contraire. Bon, si ce n'est peut-être une fois ou deux où on m'arrose avec de l'eau trop froide et ça surprend un petit peu, mais bon, rien de bien grave. Oui, c'est vrai que c'est une popularité énorme pour vous. On a vu beaucoup de panneaux et d'affiches à votre nom. Alors, 2 victoires d'étape, dont celle du 14 juillet. Ce maillot du meilleur grimpeur pour la première fois. On vous souhaite de le conserver encore demain soir. Quoi qu'il arrive, ce tour restera un grand cru pour vous. Oui, tout à fait. Si ce n'est le meilleur, ce n'est tout meilleur. Et bon, quoi qu'il arrive jusqu'à Paris, il est excellent, c'est clair. Mais bon, je vais essayer encore de faire quelque chose de bien d'ici à la fin. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Laurent Jalabert. Vous étiez en direct avec nous. Aujourd'hui, dans la plus éprouvante des étapes pyrénéennes, Lance Armstrong s'est offert une très sérieuse option sur une 3e victoire consécutive dans le Tour de France. L'Américain, désormais en jaune, l'a emporté au Pla d'Adé avec une facilité toujours aussi déconcertante. Une étape marquée par de nombreuses chutes, mais surtout une formidable échappée en solitaire de Laurent Jalabert. 194 km d'anthologie, résumée par Nathanaël de Ringsin et Alain Poirier. Sur la ligne de Saint-Lary, Laurent Jalabert était bien le coureur le plus attendu. Emporté dans la foule, le Français a encore vécu une sacrée journée. 170 km d'échappée, seul face au peloton, dans une étape aux allures de montagne russe. Alors Jalabert joue les équilibristes dans les vertigineuses descentes pyrénéennes à près de 80 km/h. Pas le temps de reprendre son souffle, voilà déjà la route qui s'élève. Une nouvelle difficulté, sur le terrain des grimpeurs, Jalabert n'est pas là pour faire de la figuration. Il enchaîne les cols et les ascensions, plus dures les unes que les autres. À 50 km de l'arrivée, le Français a 10 minutes d'avance sur Armstrong. Derrière Jalabert, la bagarre éclate. Jan Ullrich tente le tout pour le tout, mais n'arrive pas à décrocher Armstrong. L'Allemand prend des risques, un peu trop.
Dans la descente de Persourde, il rate un virage. Plus de peur que de mal, Ulrich remonte en selle, prêt à se lancer aux trousses de l'Américain. Inutile, Armstrong l'attend, quelques kilomètres plus bas. Oui, c'est normal. C'est pas correct pour continuer ou attaquer quand un champion est dans le chute. Toujours en tête de la course, Jalabert est à son tour victime d'une chute au pied de la dernière ascension. Mais le Français repart. Quelques mètres plus tard, son vélo lui joue des tours. Encore des secondes de perdu à 10 km de l'arrivée. Comme pour lui ôter tout regret, Armstrong, dans les derniers lacets de la montée vers Saint-Lary, démarre comme d'habitude au nez et à la barbe d'Ulrich. Jalabert est vite rejoint. Cette fois, il n'y a plus personne sur le chemin de l'Américain qui s'en va remporter sa 3e victoire du Tour et enfiler son premier maillot jaune de l'année. Certainement pas le dernier. Madame, Monsieur, bonsoir. L'étape s'annonçait décisive, elle l'a été, et réservant même l'un de ces coups de théâtre qui participent à la légende du Tour. 10 km avant l'arrivée, Jan Ullrich, très bien parti, est tombé dans un virage, alors qu'il disposait d'une avance de 2 secondes sur son principal concurrent, Lance Armstrong. L'Américain a désormais sa 5e victoire à portée de roue. Il a terminé l'épreuve 3e. Il dispose désormais d'une avance d'1 minute 16 au classement général. L'épreuve contre la montre a été gagnée par l'Écossais David Millar, qui avait connu bien des déboires lors du prologue. Compte rendu Nathanaël Drinxan, Nadine Picard. Un Tour de France, ça tient parfois à pas grand-chose. Un virage mal négocié, et voilà les rêves de victoire de Jan Ullrich qui s'envolent. Juste derrière, Lance Armstrong, lancé à pleine vitesse, ne laisse pas passer l'occasion de reprendre quelques précieuses secondes à son rival. Ullrich repart, sans conviction, il a perdu le Tour. Quand j'écoute Jan chute, je fais tranquille, sans risque, de le bras doucement. Et pour moi, c'est pas important pour l'étape parce que c'est extrêmement dangereux. Un maillot jaune averti en vaut 2. Armstrong gère son avance et ne prend plus aucun risque. Quelques centaines de mètres plus loin, Ullrich roule en éclaireur. À plus de 54 km/h de moyenne, les deux hommes arrivent à Nantes sous des trompes d'eau. Ullrich a sa tête des mauvais jours. Il est 4e de l'étape et plus que jamais 2e du Tour. Il a juste un peu touché au coude et pour le reste, il dit c'est dommage qu'il n'a pas gagné l'étape parce qu'il y croyait justement. Cet après-midi, sur la ligne d'arrivée, malgré la pluie et la fatigue, Lance Armstrong s'est laissé aller à quelques signes extérieurs de bonheur. Cette victoire, l'Américain est tout de suite allé la partager avec sa femme. Demain soir, Lance Armstrong rejoindra Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain dans la légende du Tour de France. La première étape du Tour de France, après la cérémonie de départ, à l'endroit même où les premières équipes s'étaient élancées il y a 100 ans. Place à la compétition, la vraie, avec une série de chutes et la victoire de l'Italien Alessandro Petacchi. Nathanaël Drinxan. La chute est spectaculaire, elle aurait pu être dramatique. Cet après-midi, à 500 mètres de la ligne d'arrivée à Meaux, le peloton connaît sa première chute collective du Tour. Une quinzaine de coureurs tombent par terre, créant un étonnant embouteillage. Les premiers blessés, comme ici Jimmy Casper, sont immédiatement pris en charge. Les moins touchés passent la ligne un peu comme ils peuvent. Une certitude, le Tour commence mal. La chute, c'est vrai qu'elle a été un peu inévitable, mais bon, là, on a évité toute la journée et ça arrivait là où ça roulait le plus vite, quoi. Comme en 1903, le Tour s'offre un départ au réveil matin de Montgeron. Confettis et cotillons accompagnent les coureurs, le public est comblé. C'est exceptionnel, c'est pour ça que je suis venu là, me déplacer, que je ne suis pas devant la télé. La caravane, les coureurs, j'en fais moi-même, donc le vélo. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, la première échappée du centenaire est française. Beneteau, Mangin et Flickinger posent compagnie au peloton. Ils comptent jusqu'à 8 minutes d'avance. Malheureusement pour eux, les espoirs de victoire s'envolent un peu avant l'arrivée, lorsque les équipes de sprinteurs accélèrent. Avec un petit peu de réussite, ça peut le faire, mais bon, un peloton lancé à 60 à l'heure, dans les 15 derniers kilomètres, il n'y a pas trop d'espoir quand même.
Sur la ligne de Meaux, l'Italien Alessandro Petacchi règle au sprint ce qu'il reste du peloton. C'est sa première victoire sur le Tour de France. Bradley McGee, lui, a toujours le sourire. Son aventure en jaune continue. De France avec un maillot jaune qui change encore d'épaule. Schumacher, victime d'une chute, est détrôné ce soir par le luxembourgeois Kirchen. Et c'est un jeune espoir italien, Rico, qui remporte l'étape. Sur place, Nathanaël de Rinxin, Régis Maté. Depuis le début du Tour, c'est presque devenu une tradition. Chaque jour, dès les premiers kilomètres de l'étape, des coureurs français faussent compagnie au peloton. Sylvain Chavanel, Benoît Vaugrenard et Freddy Bichot multiplient les efforts pendant 180 km. Sur les routes du Massif central, les trois hommes doivent se battre contre la route qui s'élève, le soleil qui tape, le peloton qui revient et la pluie qui glace. Ça fait beaucoup pour des échappés. Il y avait la chaleur, mais on a pris un peu de pluie aujourd'hui, ce qui a permis de refroidir un petit peu. Mais ça reste toujours des journées difficiles parce qu'il n'y a pas trop de plat. C'est toujours en prise et tout le monde connaît le Massif central, c'est toujours difficile. Dans le peloton, la tension est palpable. Cadel Evans s'énerve contre un gendarme qui a failli le faire tomber. Chavanel, lui, arrête les frais à 15 km de l'arrivée. Il a récupéré le maillot de meilleur grimpeur. L'échappée est terminée. Débute alors une nouvelle course, riche en intensité et en rebondissement. À 300 mètres de la ligne, Stéphane Schumacher, le maillot jaune, heurte la roue d'un concurrent. Il perd l'équilibre, 32 secondes, et sa précieuse tunique. Pour cette première arrivée au sommet, Valverde et Evans sont roue dans roue, mais c'est Riccardo Rico, l'Italien, qui s'impose. Les Transalpins voient en lui le futur Pantani, et en Italie, c'est un compliment. Sur le podium, Kim Kirchen a sorti son plus beau sourire. Depuis Charlie Gaulle, il y a 50 ans, aucun luxembourgeois n'avait porté le maillot jaune. Une rencontre. Un dimanche de sport maintenant, avec d'abord la première étape du Tour en ligne. Après le prologue hier, les coureurs ont pris la direction de Bruxelles. Une étape de plat, de nombreuses chutes et un sprint remporté par l'Italien Petacchi, 36 ans, et toutes ses jambes apparemment. Julien Benedetto et David Dameda. Metz, petit village belge en effervescence pour le passage de la Grande Boucle. C'est ici qu'habite le cannibale. Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour, possède une usine de cycles juste à côté. Metz, c'est une terre de vélo. C'est chaud au cœur de voir autant de monde présent. Et c'est bien la preuve que le cyclisme est encore très populaire en Belgique. Ici, Wallons et Flamands sont d'accord sur un point. Merckx est un héros. Le plus grand, le plus grand. Quand il roule, maintenant, il gagne encore tout le course. À Metz, on n'a pas perdu une miette de la rocambolesque première étape, marquée par une succession de chutes. C'est d'abord un chien qui flanque à terre une partie du peloton. Dans le dernier kilomètre, le maillot jaune Fabian Cancellara chute à son tour. Après un autre accrochage, l'Italien Petacchi, 36 ans, remporte l'étape à Bruxelles. Distancé, Cancellara conserve le maillot jaune grâce au règlement. Quand un coureur chute dans le dernier kilomètre, il est classé dans le même temps que le vainqueur. C'était vraiment nerveux et à la fin c'était la folie. Cancellara reste donc le patron du Tour, mais sur le podium, Eddy Merckx lui a un peu volé la vedette. Le Tour de France maintenant avec une journée un peu folle sur les pavés du Nord. Armstrong qui perd du temps, Chavanel qui perd son maillot jaune et Cancellara qui redevient le patron. Aaron Tanzit, Mathieu Nivenglowski. Épique, dantesque. Dans la poussière des pavés du Nord, les coureurs du Tour roulent à un train d'enfer. 13 km de souffrance. Ils n'en peuvent plus, ils vont vraiment au bout de ce qu'ils font. Chapeau bas, respect, je le ferai pas. Cet après-midi, le grand ménage a bien eu lieu. Plusieurs chutes, dont celle de Frank Schleck, l'un des favoris du Tour. La clavicule cassée, le champion du Luxembourg abandonne. Jour de galère pour le maillot jaune. Sylvain Chavanel crève 2 fois. Satané pavé. Le Français en jette son vélo dans le fossé. Ce soir, Chavanel n'est plus en tête de ce Tour. Ennui mécanique plus 2 crevaisons par-dessus. Ça m'a pas avantagé, ça c'est sûr. Lance Armstrong dans la tourmente. Également victime d'une crevaison, l'Américain se bat seul et perd à l'arrivée 55 secondes sur Contador. L'Espagnol incapable de suivre le rythme des meilleurs dans les derniers kilomètres. Et à Arambert, c'est le Norvégien Ushoff qui s'impose. Mais la bonne affaire est pour Andy Schleck.
Le Luxembourgeois reprend de précieuses secondes sur ses rivaux. Bien sûr, c'est pas mal pour moi, mais j'ai perdu mon frère aujourd'hui. Et une journée seulement après l'avoir cédé, le Suisse Cancellara récupère son maillot jaune. Cette étape aura tenu toutes ses promesses.